J'espère que vous allez bien. Coucou Peggy. J'espère que vous allez bien. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas papoté. J'avais fait un petit peu des lives, surtout au début du confinement. J'avais fait des lives avec différentes personnes parce que c'était rigolo et on avait besoin de se retrouver. Mais là, voilà, je m'étais dit que ça faisait un moment qu'on n'avait pas papoté comme ça. Pour pouvoir parler de différentes choses. J'avais mis aussi en story une boîte à questions, donc j'ai quelques personnes qui m'ont posé des questions auxquelles je vais pouvoir répondre un petit peu aussi. Et en tout cas, voilà, l'idée c'est que si vous avez aussi des questions, vous pouvez me les poser ici. J'espère que vous allez bien, parce que la reprise a été un peu chaotique, j'imagine, à certains endroits. Moi, je me rends pas trop compte, en fait, de la situation, confinement, pas confinement, parce que je suis chez mes parents dans le sud et c'est vrai que bah, moi, je travaille à distance, donc j'ai pas une vie sociale très riche en ce moment. Donc je vois pas... voilà, j'ai pas une énorme différence. En plus, ça fait des années que j'ai pas conduit, donc je conduis même pas pour sortir aller faire des courses ou quoi que ce soit. Donc ça me fait pas une grosse différence, mais j'imagine que dans certaines villes, à certains endroits, ça doit être quand même assez animé. Donc je voulais déjà vous envoyer plein d'amour et plein de soutien pour cette reprise-là. Je sais qu'il y a aussi des personnes qui vont regarder le live en replay parce que j'ai un peu du mal à me rendre compte. Là maintenant en termes d'horaire, je me suis dit bon, j'ai envie de faire un live, mais en même temps bah, les gens ils ont repris un peu plus des horaires de travail, donc c'est pas évident de savoir comment est-ce que on peut arriver à se connecter. Coucou Marie et Jennifer. Donc voilà, j'avais quand même envie d'ouvrir un espace pour pouvoir bah, répondre aux questions, papoter un petit peu, vous raconter un petit peu aussi comment ça va se passer de mon côté pour moi, parce que c'est vrai qu'il y a un petit peu tout qui a été chamboulé là avec toutes ces histoires-là. On est un peu tous mis à l'épreuve, ça nous demande beaucoup de lâcher prise. Après, je sais pas pour vous, mais moi, ces 2 mois de confinement, j'ai l'impression d'avoir fait 10 ans de thérapie. Euh, il y a eu beaucoup de prise de conscience, beaucoup de changements dans les mécanismes de pensée, d'action, etc. Donc, ouais, en tout cas, je trouve que cette période, elle est très intéressante. Coucou Maggie. Et en tout cas, voilà, moi je vous invite vraiment à essayer de continuer de garder toutes ces prises de conscience et ces réflexes que vous avez peut-être mis en place pendant cette période-là. Moi je sais que j'ai fait beaucoup plus de yoga que d'habitude, j'ai beaucoup plus pris plus de temps pour moi. J'ai essayé d'équilibrer un petit peu plus mon travail avec mes activités et j'aimerais bien arriver à conserver ça. Enfin, j'ai pris l'engagement de conserver ça pour la suite. Donc voilà, je sais pas si vous avez eu certaines prises de conscience. J'avais fait aussi une boîte à questions en story sur ce que vous aviez pu avoir comme réflexion et comme prise de conscience aussi pendant ce confinement, ce que vous aviez envie de mettre en place. Et il y a pas mal de gens bah, qui ont envie de se rapprocher plus de la nature, de prendre plus de temps pour eux, d'avoir un travail qui fait beaucoup plus sens. Il y en a qui ont envie de se rapprocher de la nature, de déménager, de plus forcément être en ville, d'apprendre des nouvelles choses, de plus se laisser dépasser par des émotions ou des choses qui sont un peu envahissantes. Donc ouais, on a un peu tous, je pense, capté des, des mécanismes ou des comportements qu'on pouvait avoir et qu'on n'avait plus forcément envie de conserver ou qu'on avait envie de prolonger à l'inverse. Et je pense que ça pourrait être quand même bénéfique de, de pouvoir en retirer la substance aussi de tout ce qu'on a traversé. Alors je vais regarder un peu les... J'ai des personnes qui m'ont envoyé des questions du coup avant de commencer le live.
Ok, je vais pouvoir répondre et si vous en avez qui se manifestent à un moment donné, n'hésitez pas. Il y a quelqu'un qui m'a demandé déjà comment j'en étais venue à cette histoire, cette histoire, à ce parcours spirituel, à ce que j'en fais aujourd'hui et comment ça avait été perçu par ma famille. C'est vrai que c'est souvent une question qui revient dans les accompagnements que je fais où il peut y avoir des blocages où on se dit oui, ça peut être compliqué d'être accepté par ma famille, ils n'ont pas forcément le même regard que moi, etc. Et, euh, et c'est vrai que parfois ça peut être un petit peu compliqué. Alors moi de mon côté, quand je me suis lancée, ça n'a pas commencé du jour au lendemain où je me suis dit je vais faire tout ce que je fais aujourd'hui. Et moi l'idée c'est que je suis tombée malade et donc je me suis dit euh, euh, il faut que je trouve des alternatives et des solutions en fait parce que je prenais des médicaments qui étaient très lourds et très compliqués à arrêter. Et donc je me suis mise à chercher des techniques holistiques, alternatives pour pouvoir voir un petit peu ce qui pouvait m'aider à faire une transition un peu plus fluide. Et c'est comme ça que je suis tombée en fait sur la naturopathie. Et je sais pas vraiment ce qui s'est passé à ce moment-là en moi. Mais ça m'a intriguée, donc je me suis dit bon bah je vais regarder, je vais aller sur des salons, je vais aller aux portes ouvertes. Et donc du coup j'avais fait les portes ouvertes de deux écoles principales. Et je sais pas, en l'espace de peut-être 2 mois, il y a un truc en moi qui m'a dit inscris-toi sans que je comprenne trop pourquoi. Et, euh, et basé là-dessus, je me suis dit bon bah ok, t'as quand même fait 5 ans d'années d'études en communication, là t'es en train de vouloir prendre un virage à 180 degrés. Ça me stressait beaucoup, je me rappelle à l'époque, j'avais écrit tout un mail argumentaire à mon papa pour lui expliquer que tout ce que j'avais fait jusqu'à maintenant c'était pas perdu, que ça allait m'aider pour la suite, etc. Et c'est vrai en plus dans un sens. Euh, et donc je me suis inscrite en naturopathie et avant que les cours commencent en début d'année, je me suis dit bon bah t'es en train de te diriger dans une voie donc maintenant il va falloir que tu vois un petit peu comment ça va pouvoir fonctionner. Donc moi tout de suite j'ai mon mental et mon esprit de communicante qui s'est mis en action et je me suis dit bon bah je vais ouvrir un blog. Donc c'est comme ça qu'était né à la base le blog Bonheur au Naturel, donc qui est mon ancien nom de compte pour certaines personnes qui me suivent depuis longtemps. Et au début, je parlais vraiment de cosmétiques, de nutrition, d'alimentation, de bien-être. C'était très voilà, basique, les huiles essentielles, un petit peu tout ce qu'on peut trouver maintenant. Euh, et ça m'a aidé en fait, voilà, j'ai commencé à faire plein d'articles, à faire des recherches aussi, parce qu'en final, quand j'avais envie de faire un article sur un sujet, ben, je faisais aussi des recherches. Et donc à la rentrée, quand j'ai commencé la naturo, j'avais déjà en fait un blog avec des articles, j'avais commencé à créer une communauté, etc. Et puis donc j'ai fait la première année de naturopathie, ça s'est bien passé, c'était intéressant. C'est là aussi où j'ai commencé à faire des conférences et des ateliers. Un jour, c'est mon amie Héloïse Monchablon aussi, qui est sur Instagram, qui m'a dit viens, on va voir une conférence sur les archives akashiques. Et je me suis dit c'est quoi ce truc, c'est bizarre. J'avais aucune idée à l'époque de ce que c'était et donc on y est allé. C'était dans une librairie ésotérique vers Bastille qui fait des conférences et la conférence, ça m'a bien intriguée. En fait, la dame, elle expliquait que les archives akashiques, c'était comment se connecter en fait au plan subtil à la mémoire du monde. Les archives, c'est vraiment la mémoire du monde. C'est euh, c'est comme ça que les chamans en fait vont récupérer des informations dans les mondes subtils. Et ça m'avait intriguée, donc en sortant de là, je m'étais dit ah j'ai envie de me faire une lecture, donc j'ai cherché une médium qui pourrait me faire ma lecture des archives akashiques. Et puis, euh, et puis de fil en aiguille, j'ai pris le rendez-vous avec elle. Et puis là, elle a commencé à me dire oui, que j'avais un truc avec la guérison, avec les plantes, etc. Donc je me rappelle à ce moment-là, j'en ai parlé à ma mère qui en même temps était flippée et en même temps était pas surprise. Donc c'est ça qui était assez marrant. Et donc ça a commencé à me mettre un pied aussi là-dedans. Et donc après j'ai commencé à vouloir m'intéresser de plus en plus aux techniques énergétiques de guérison. Et c'est ça qui m'a emmené aussi à vouloir faire mon premier cercle de tambour. Donc c'est là que j'ai fait mon premier voyage au tambour, que j'ai découvert pour la première fois comment voyager, quel était mon animal allié, etc.
Et ça, c'était en parallèle de la première année. En parallèle, le blog, il a continué à grandir. Et pour l'anecdote, le premier ebook que j'ai écrit qui s'appelle Spiritual Life, à la base, il s'appelait My Spiritual Therapy. Celui-là, il est né parce que, comme pas mal de gens, je crois, j'avais pas vu en fait mon rendez-vous Pôle emploi sur mon espace personnel. Et un jour, j'ai reçu un courrier papier, hein, cette fois, parce que quand c'est pour ça, ils envoient un papier, qui me disait bonjour, vous êtes radié de Pôle emploi, vous ne vous êtes pas présenté à votre rendez-vous avec votre conseiller. Donc là, c'était la fin du monde, hein. Je me suis dit, ok, donc là, je gagne plus rien, j'ai plus de chômage. Je me rappelle que je me suis précipitée à Pôle emploi pour essayer de négocier avec eux, j'étais en larmes. Enfin bon, c'était n'importe quoi. Et quand je suis rentrée chez moi, je me suis dit, bon, bah, va falloir réfléchir à comment est-ce que tu peux t'en sortir. Et c'est là, en fait, que j'ai eu l'idée de créer le premier e-book, donc, qui était My Spiritual Therapy. Et je me suis dit, bon, bah, avec toutes les explorations que je fais sur la spiritualité, le développement personnel, peut-être que je peux partager, en fait, tout ça. Et donc, j'ai tout regroupé, tout condensé. J'ai utilisé un logiciel qui s'appelle eBook Author sur Mac qui est très simple d'utilisation. Et en l'espace de, je sais pas, peut-être 2-3 semaines, parce que moi quand je me mets sur un truc en général j'aime pas trop attendre, j'avais fait le e-book et qui a bien fonctionné et qui m'a permis de commencer en fait à me rendre compte que je pouvais assurer ma propre sécurité. Et ce qui a été très rigolo, c'est que j'avais fait un courrier en parallèle à Pôle emploi qui me qui me qui m'avaient radié pour leur dire que j'avais pas vu et qu'en gros ils avaient aucune raison de me radier, et ça a fonctionné. Une semaine après ils m'ont réinscrite. Mais du coup tout ça pour dire que c'était le début d'une expérience négative pour m'emmener en fait à aller plus loin. Et c'est en fait avec ce e-book et avec tout ce que j'ai commencé à écrire qu'ensuite il y a des maisons d'édition qui m'ont contactée pour que je commence à écrire des vrais livres, et après il y a un peu tout qui s'est enchaîné. Et en parallèle de ça, la naturopathie, moi j'ai trouvé que c'était très intéressant. Mais j'étais un petit peu frustrée de m'arrêter quand même à cette dimension de tout le temps d'hygiène, de vie, d'alimentation, chose qui est très importante et dont je parle quand même aujourd'hui dans tout ce que je fais. Mais en fait, moi, dès que je voyais, parce qu'on avait fait un stage avec des faux patients en première année, et dès qu'on abordait le domaine du psycho-émotionnel, de ce qui s'était passé dans la vie de la personne, de comment elle se sentait, pourquoi est-ce qu'elle avait certains mal-être, en fait moi tout de suite derrière je voyais le mal-être, la racine du problème au niveau psycho-émotionnel, et moi j'avais envie d'aller creuser là. J'avais pas trop envie de m'intéresser à tout ce qui était l'alimentation, les compléments, les techniques hygiénistes qui sont pourtant merveilleuses, hein. Mais voilà, moi j'ai senti que j'avais un appel plus d'aller vers le domaine de l'accompagnement psycho-émotionnel, de comprendre comment on fonctionne, etc. Et donc c'est pour ça que je me suis mise de plus en plus en fait à... Le blog a commencé de plus en plus à prendre un virage spirituel, développement personnel, psychologie, etc. Et je me rappelle qu'en fait en début de deuxième année, déjà pendant les cours, j'arrivais plus à m'intéresser parce que j'étais sur mon blog en train de faire des trucs, en train d'écrire un livre, en train de créer des programmes, de créer des accompagnements, des machins. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi de m'arrêter en fait en milieu de deuxième année, alors qu'à la base c'était sur 3 ans. J'avais fait un prêt étudiant, etc. Et en même temps je me suis dit bon bah c'est pas grave, la deuxième année je l'avais à moitié payée pour rien, mais du coup il y avait toute la troisième année que j'avais pas dépensée, donc c'est aussi ça qui a financé d'autres stages et d'autres formations que j'ai pu faire, qui m'a permis de partir à Bali aussi la première fois. C'était il y a 3 ans maintenant, et qui m'a un petit peu aussi ouvert l'esprit, qui m'a un peu éveillée à tout ce dont je manquais et tout ce à quoi j'aspirais. Donc en fait, c'est ça, si je vous raconte tout ça, c'est pour vous dire à quel point tout est connecté et à quel point tout est juste aussi dans les parcours de vie, parce que voilà, si j'étais pas rentrée par cette porte de la naturopathie, bah, j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Si j'avais pas été radiée de Pôle emploi, j'aurais jamais écrit mon premier e-book. Euh, et c'est pour ça qu'ensuite, voilà, je me suis dit, bon, bah, pourquoi
Pourquoi est-ce que je pourrais pas faire un cercle de femmes? Donc je me suis mise à faire des cercles de femmes et après j'ai eu envie de faire des ateliers sur d'autres choses. Donc je me suis autorisée en fait très vite à commencer à partager et à transmettre et je pense que c'est ça aussi la force. Et c'est ce que je dis beaucoup dans les personnes que j'accompagne et sur les réseaux. C'est que pour moi il n'y a pas besoin d'avoir un diplôme ou d'avoir une formation pour partager une expérience de vie. C'est sûr qu'il y a des domaines où il faut avoir des formations, il faut avoir des connaissances parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Mais pour partager notre parcours et ce qu'on a vécu et pouvoir le partager avec des gens, il n'y a pas besoin de formation pour pouvoir inspirer les autres. Et je pense que c'est ça aussi qui fait la force de, à partir du moment où on commence à cheminer, ça devient, ça devient l'essence en fait de nos aspirations et de là où on a envie d'aller. Euh, j'ai une question qui... En quelle année tout ça? Mon syndrome, je l'ai eu fin 2015 et j'ai commencé l'école de naturo rentrée 2016, je crois. Et voilà. Et après, tout est allé très vite, hein. Et la formation que j'ai fait en 3 ans de naturopathie, c'était au Sénato à Paris. Donc voilà, après ça a continué à grandir et je me suis jamais limitée en fait en termes d'exploration, c'est-à-dire qu'à un moment j'ai eu envie d'aller apprendre le chant des mantras indiens au Népal. J'ai tout pris sur un coup de tête, les billets, la formation, je me rappelle, c'est Anne-Claire qui m'avait envoyé le lien et en l'espace d'1 heure, j'ai vu le truc et en 1 heure j'avais tout booké alors que 2 jours avant, je m'étais inscrite pour partir au Pérou pour aller faire la retraite chamanique aussi dont j'ai parlé dans mon e-book avec les plantes. Et, et en 1 semaine, j'avais lâché mais je sais pas combien d'argent et j'ai misé sur moi quoi. Je me suis dit bon allez, c'est bon, j'y vais parce que de toute façon, je sens que je dois y aller. Et c'est aussi pour ça qu'à chaque fois, je dis aux gens, si tu sens que tu as l'élan et que c'est possible et que tu en es capable, il faut y aller parce que c'est en faisant tous ces... En osant en fait miser sur moi, en osant mettre autant d'argent dans les stages, dans les retraites, dans les formations que j'ai fait, que j'en suis aujourd'hui là, maintenant. Et j'aurais pu rester dans la peur, j'aurais pu me dire mais je vais pas y arriver, j'en suis à mon début de parcours, il faut que je garde tout l'argent que je gagne, il faut surtout pas que je dépense, il faut que j'assure ma sécurité. J'avais tout le monde derrière, dont certains membres de ma famille qui me disaient euh, oui, tu verras, le statut auto-entrepreneur c'est pas stable, c'est chiant, t'as les charges, les machins, les trucs. Mais je regrette pas une seule seconde, moi, de m'être lancée là-dedans. Et au final, c'est pareil, la notion d'abondance, on pourrait en parler pendant des heures, mais l'abondance, c'est juste quand tu te rends compte qu'en fait l'énergie elle circule, euh, et tout est possible, tout est possible. Et à partir du moment où on s'autorise à recevoir tout ce qui est possible de recevoir, on peut aussi s'autoriser à donner tout ce qui est possible de donner. Et, et vraiment, voilà, c'est ça qui est le plus important. Donc, c'est sûr qu'il y a des challenges et qu'il y a des difficultés. Il y a 1 an et quelques, quand j'ai reçu un courrier du gouvernement qui me disait que j'allais avoir un contrôle sur mes retraites, parce qu'en fait, moi au début, je faisais ça un peu en freestyle. Et en fait, j'ai appris que le syndicat du tourisme imposait qu'en gros, on n'avait pas le droit de faire des retraites tout inclus. Donc moi, je dois faire que ma partie retraite et qu'on n'a pas le droit en fait de faire tout ce qui est hébergement, transport, etc. Et moi, à ce moment-là, ça a été terrible. J'ai eu tellement peur qu'il m'arrive un truc. Mais en même temps, c'est ça qui a fait que bah, je me suis mise à tout mettre à plat, que je me suis mise à avoir une assistante, Barbara, aujourd'hui, qui m'accompagne et qui est incroyable. Et sans elle, j'en serais pas là où je suis aujourd'hui. Donc ça a été une énorme peur, une énorme prise de conscience, un gros gros challenge. J'ai vraiment cru que c'était la fin du monde. Et en même temps, bah, c'est ça qui a fait que j'ai passé une étape supplémentaire. Et je me suis dit, bon, bah, euh, ok, je vais prendre quelqu'un pour m'accompagner, pour m'aider sur l'administratif, parce que toute seule, je m'en sors pas. Et voilà, et c'est ça qui fait encore que ça grandit. Pareil, quand en auto-entrepreneur, je me suis rendu compte que je croulais sous les charges, parce qu'en fait, je faisais que dépenser à chaque fois des stages, des billets d'avion, des formations, des choses que je devais payer sur internet, etc. Et qu'en fait, j'avais beau gagner, et ben en fait, j'arrivais pas à vivre comme il faut. C'est ça qui a fait que j'ai décidé ensuite d'ouvrir une entreprise. Donc, c'est pour vous montrer à quel point
toutes les challenges qu'on a et toutes les difficultés, même si on a l'impression que c'est impossible et que la montagne, elle paraît hyper grande, en fait, c'est en essayant à chaque fois de gravir cette montagne. Ça veut pas dire que, bah ouais, à un moment, on va pas glisser sur un caillou et se viander et descendre un étage plus bas. Ça veut pas dire qu'on peut pas continuer à monter. Et vraiment, moi, s'il y a quelque chose par rapport à mon parcours où je peux vous encourager à faire ça, c'est en résonance avec le post que j'ai fait aujourd'hui, c'est que c'est jamais facile et c'est jamais acquis, mais l'expérience d'oser et d'avoir du courage, elle est hyper belle. Euh, Par rapport à ça, je vais juste vous raconter une petite histoire justement que j'ai lue dans le livre d'Isabelle Padovani et que j'adore. C'est qu'à un moment, elle raconte une petite histoire où il y a deux anges en haut d'une falaise et il y a un mec qui se jette dans le vide et il y en a un autre qui débarque qui fait mais qu'est-ce que vous foutez? Pourquoi vous n'allez pas l'aider? Il va s'écraser sur le sol et les deux anges ils le regardent très calme et disent t'inquiète pas, regarde ce qui va se passer. Et en fait, la personne qui tombe dans le vide au moment d'arriver, juste avant de toucher le sol, il y a des ailes qui se déploient et il se pose tranquillement. Et ils lui disent bon bah maintenant pourquoi tu veux pas essayer et il lui dit non mais moi j'ai pas confiance dans votre truc, j'y vais pas, je vais m'écraser par terre, j'ai pas confiance, c'est mort. Et les anges lui disent oui mais tu sais pour pouvoir développer la confiance il faut faire un acte de foi. Tu pourras expérimenter et vivre et en fait récupérer cette confiance que si tu fais un acte de foi et que tu te lances. Donc il dit là non mais non je vais m'écraser c'est pas possible et finalement il dit bon allez ok je vais tester votre truc là et je vais y aller et donc il se jette dans le vide et au moment d'arriver vers le sol bah ses ailes se déploient et là il se dit ok bah j'ai bien fait. Et ça c'est pour vous montrer en fait que on peut pas développer la confiance dans quelque chose tant qu'on fait pas un acte de foi. Parce que la confiance, c'est quelque chose qu'on acquiert en expérimentant oui, en expérimentant en fait, en vivant vraiment la chose. On peut pas avoir confiance tant qu'on n'a pas expérimenté. Mais on peut pas expérimenter si on n'a pas la foi. Donc, je pense que c'est peut-être ça aussi qui m'a porté beaucoup et qui porte beaucoup d'auto-entrepreneurs que je vois autour de moi et de personnes qui osent se lancer et qui osent un petit peu se réaliser, c'est que euh, il y a un acte de foi en fait à la base qui est que même si on ne sait pas comment ça va se passer, si on ne sait pas comment on va arriver à gérer les obstacles, à arriver à gérer tout ça, ben, il y a quelque chose à l'intérieur qui nous dit qu'il faut quand même y aller et que ça va fonctionner. Et ça, c'est vraiment la foi. Ça, c'est vraiment avoir la foi. Et c'est pas une foi religieuse ou une foi, voilà, comme on peut en entendre parler. C'est avoir foi en soi, c'est avoir foi en la vie. Et quand ça, on arrive à le contacter et à le toucher du doigt, ça devient incroyable. Je regarde juste s'il y avait des questions. Si on n'a pas de formation mais qu'on est inspiré par un tas de trucs et que l'on sait aussi sans avoir été formé, comment peut-on développer une activité pour aider quelqu'un? Bah, on peut toujours accompagner en se basant sur nos expériences de vie. Après, je pense que c'est sûr que de se former quand même et d'avoir des expériences et des notions sur certains sujets, ça nous aide. C'est-à-dire que moi, naturellement, j'ai une intelligence émotionnelle qui fait que j'arrive à percevoir facilement ce que l'autre vit, expérimente, ce qu'il ressent et comment je peux l'accompagner. Mais j'aurais jamais pu développer tout ce que je fais aujourd'hui parce que si j'avais pas fait certaines choses, c'est-à-dire que j'ai lu beaucoup sur la communication non violente, j'ai dévoré des heures et des heures et des heures de vidéos d'Isabelle Padovani. J'ai fait une formation de yoga qui intègre quand même beaucoup de choses au niveau holistique. Les pratiques chamaniques, ça m'a permis de développer mes canaux, mes perceptions et mon discernement. La formation de naturopathie, ça m'a donné cette posture de thérapeute, d'être dans l'empathie sans avoir la posture du sauveur, de connaître comment fonctionne la psychologie, le corps, etc. Euh, j'ai un petit peu fait plein de choses et puis après sans parler du côté professionnel, quand je suis partie en Thaïlande pour faire une semaine de danse mystique avec des femmes, ça m'a reconnecté à ma féminité, à mon cœur, ça m'a permis de me réouvrir, d'être pleinement moi, d'abandonner les masques et en fait c'est aussi en nous transformant nous qu'on voit comment on fonctionne et comment fonctionnent les autres. C'est pour ça que pour moi le chemin d'accompagnement et de thérapeute il est
on est élève et maître à la fois toute notre vie. On ne peut pas prétendre qu'on est pleinement développé. Y a toujours un travail à faire, il y a toujours une exploration à faire, il y a toujours des blessures à guérir. C'est sûr qu'il y en a de moins en moins en avançant, mais il faut quand même avoir l'humilité de savoir que voilà, on sera jamais parfait et qu'on est humain et que c'est aussi à travers cette humanité peuvent se déployer et se dévoiler toutes ces failles et toute cette beauté et toutes ces blessures. Donc voilà, je pense pas qu'on puisse être thérapeute, encore moins, parce que thérapeute c'est vraiment, voilà, il faut avoir fait une formation de thérapeute, mais pour pouvoir accompagner, c'est clair et net qu'il faut travailler sur soi, s'investir sur soi, avoir fait quand même un minimum de stages, de formations, de petites choses à droite à gauche qui viennent quand même nourrir en fait notre connaissance de soi. Parce que la connaissance de soi, c'est quand même la base de l'éveil. Et pour pouvoir savoir comment l'autre fonctionne, pour moi, c'est primordial de savoir comment nous, on fonctionne. Et c'est aussi ça qui nous permet d'avoir plus de clarté sur nos mécanismes, sur nos blessures, sur nos masques, sur voilà, tout ce qui est un peu, qui peut se mettre en action et en jeu sans que parfois on en ait conscience. Et donc l'idée, c'est de sortir de ce mécanisme un petit peu inconscient où parfois on n'a même pas conscience qu'on agit comme ça parce que on est régi par par nos inconscients, notre inconscient, nos masques, etc. Et de vraiment avoir cette conscience, cette connaissance de nous, de savoir pleinement qui on est, comment on fonctionne, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous, même si on a des ombres, on a de la noirceur, on a des failles, on a des blessures, au moins on en est conscient et on peut agir en conscience chaque jour. Parce que si on n'est pas conscient de ça, on est dans la réaction constante. Pour pouvoir être dans une action consciente, il faut vraiment être conscient déjà de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Si on n'a pas conscience de ça, on peut que réagir à ce qui nous confronte à l'extérieur. Parce que l'ego, il fonctionne juste en regardant ce qui se passe autour de lui et il va s'y identifier pour essayer de voir qu'est-ce que ça met en jeu à l'intérieur de lui. Donc si on n'a pas cette conscience de notre ego, de savoir comment il fonctionne, des masques, des mécanismes un petit peu fourbes qu'on peut mettre en place parfois, et ben on va pas être capable d'être dans une action juste et alignée parce qu'on va être en réaction constante. Il y a un truc qui va venir nous heurter, on va réagir, on va être blessé. Quelqu'un qui va manifester quelque chose à ce à quoi on aspire, on va être dans la jalousie, on va être dans la frustration parce qu'en fait on n'a pas conscience de nos propres aspirations et c'est vraiment en se connectant à cette connaissance de soi qu'on peut grandir, qu'on peut s'éveiller. C'est ça pour moi la racine de ce qui est le plus important. Coucou Fran. Bon, je regardais s'il y avait d'autres questions, mais du coup, voilà, pour moi, c'est vraiment la base du déploiement personnel. Et ça me permet de rebondir aussi. Parfois, il y a pas mal de gens qui me demandent c'est quoi ma mission de vie, j'ai besoin de savoir quelle est ma mission de vie, je suis en quête de ma mission de vie. Et au-delà de la connaissance de soi, quelque chose aussi auquel on aspire tous, c'est comment est-ce qu'on peut contribuer dans le monde. En fait, quand on a une recherche de notre mission de vie, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui a besoin de savoir comment il peut contribuer. Parce que l'être humain, ce qui le met profondément en joie, c'est de sentir qu'à travers ses dons et à travers ses capacités, sa lumière et ses qualités, et ben comment est-ce qu'il peut contribuer en fait à se connecter au reste du monde, c'est retrouver l'union, parce qu'en fait ce qui nous rend profondément malheureux, c'est de penser qu'on est divisé, qu'on est séparé du monde, qu'on est séparé des autres, qu'on est séparé de nous-mêmes, alors que quand on retrouve vraiment cette union à l'intérieur de nous, on se rend compte qu'en fait ce qui nous procure le plus de joie et le plus d'amour, c'est de pouvoir contribuer. On n'est jamais autant en joie que quand on se rend compte que quelqu'un est heureux grâce à nous, qu'on a pu soutenir quelqu'un, qu'on a pu aider quelqu'un, et ça peut se manifester dans plein de métiers différents. On n'est pas obligé d'être dans l'accompagnement pour soutenir, que ce soit qu'on soit mère, qu'on soit éducateur, enseignant, que ce soit cuisinier, enfin voilà, en fait on peut contribuer au plaisir et au bonheur de l'autre à travers plein de moyens, et une fois qu'on a touché à ça et qu'on est connecté à comment est-ce que je peux contribuer avec mes couleurs et avec tout ce que j'ai à l'intérieur de moi,
c'est là qu'il y a quelque chose qui se détend. Parce que sinon, on est en perpétuelle quête à l'extérieur, parce qu'on n'a pas encore trouvé à l'intérieur comment est-ce qu'on peut arriver en fait à manifester tout ça dans le quotidien. Donc, moi, je vous invite vraiment à plus trop vous poser cette question de c'est quoi ma mission de vie ou c'est quoi ma quête de vie. C'est vraiment plutôt d'aller rencontrer en fait vos parts à l'intérieur de vous et de se dire ok, c'est ce à quoi j'aspire, comment est-ce que je peux contribuer, comment est-ce que souvent je donne un exemple parce qu'on a tendance à projeter un petit peu, à se dire, voilà, on voit les gens qui voyagent, qui font des retraites, qui font des choses incroyables, et en fait on a un peu tendance à croire que quand on va faire ça, ou quand on va atteindre ça, on sera heureux, on aura touché du doigt à nos aspirations, mais parfois on projette un contexte comme si c'était aussi une excuse pour pas le trouver dans l'instant présent. Donc si on a une aspiration par exemple de trouver, voilà, de se dire ouais je sens que j'ai envie de partir là-bas parce que ça va me rendre heureux, je sens que j'ai envie de me connecter à ces gens, voilà, de soutenir, etc. En fait, c'est parce qu'à l'intérieur de nous, il y a une aspiration au partage, à la découverte, à contribuer, etc. Et en fait, on a cette croyance qu'on a besoin de ce contexte-là pour arriver à toucher du doigt ces valeurs-là, alors qu'en fait, on peut déjà les incarner maintenant dans notre quotidien. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de se connecter à ces aspirations-là, de savoir qu'est-ce qui a envie à l'intérieur de moi de rayonner, de se déployer pour pouvoir le mettre en action dans le monde, en fait. Euh, tu conseillerais quoi comme formation pour commencer? Je peux pas trop répondre à cette question. Ça dépend vraiment, encore une fois, de ce à quoi tu aspires. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé par la porte de la naturopathie parce que je pense que j'avais besoin de revenir dans mon corps. J'ai un passé de boulimique, j'ai un passé de... Je me suis beaucoup perdue quand j'étais plus jeune dans la drogue, dans l'alcool, voilà, pas non plus à outrance. Mais voilà, j'étais quand même un peu là-dedans, j'avais tendance à pas prendre soin de moi, je me suis jamais trop aimée. Donc je pense que j'avais besoin, moi, de passer par une porte du concret, de me ramener à la santé, de me ramener à l'équilibre, à l'hygiène de vie, à l'alimentation, etc. Après, il y a des personnes qui vont rentrer par la porte de la sophrologie, du yoga. Il y en a qui commencent en faisant une formation de yoga, il y en a qui se forment en sophro, il y en a qui se forment en hypnose, il y en a qui... Il y a plein de portes, en fait. Et cette porte-là, je pense qu'elle va être adaptée en fonction de tes besoins à toi. C'est-à-dire que... il y a des personnes qui sont beaucoup dans la matière, voilà, qui sont dans quelque chose de très concret. Bah eux, ils vont rentrer par la porte parfois de choses comme la méditation, la connexion au guide, etc. Et que d'un coup, ça va leur ouvrir tout un monde. Moi, à l'inverse, qui était déjà un peu connectée, qui avait déjà, quand j'étais enfant, j'étais déjà un peu en mode witch, hein, à parler aux arbres et à tirer des cartes dans ma chambre. Je crois que j'ai eu besoin de rentrer par quelque chose de plus concret, de plus terre à terre. Donc ça va dépendre du besoin, de l'aspiration du moment, des possibilités du moment. Parfois on a tendance à se poser des questions et à chercher alors qu'en fait il y a comme quelque chose de naturel qui fait sens. C'est-à-dire que d'un coup, il y a quelqu'un qui va nous parler d'une formation ou on va tomber sur un article ou on va tomber sur quelqu'un qui fait ça. Et en fait on va juste sentir à l'intérieur de soi qu'il y a une résonance et peu importe la porte par laquelle on choisit de rentrer, il y a toujours, voilà, il y aura toujours une possibilité ensuite de nous amener là où on doit aller. C'est aussi pour ça que quand j'ai des personnes qui me demandent, je sais pas par où commencer, j'ai peur de me tromper, j'ai peur de faire le mauvais choix. En fait, il n'y a pas de mauvais choix. Il n'y a pas de mauvais choix parce que la première porte que vous allez ouvrir, ça va vous emmener dans un espace où il y aura 3 autres portes. Et celle que vous allez emprunter à nouveau, il y aura 5 autres portes. Et en fait, vous allez aller là où vous devrez aller et il n'y a jamais de mauvais choix. Le seul mauvais choix qu'on peut faire peut-être c'est le choix de la peur, c'est-à-dire de faire un choix basé sur une peur de manquer, juste la sécurité, besoin de tout verrouiller. Ça c'est un mauvais choix parce qu'on n'est pas dans un choix d'ouverture, on n'est pas dans un choix qui nous connecte à l'amour et à la joie et à tous nos potentiels. Mais si notre choix il est connecté à notre aspiration profonde, à être voilà, à nous ouvrir, à connecter nos aspirations, à vraiment être
dans cet élan-là, il n'y a pas de mauvais choix. Vraiment. Et c'est pas la tête qui le saura, c'est vraiment ton cœur. Est-ce que tu as déjà eu des personnes qui ont fait une expérience de mort imminente? Non, enfin oui, j'ai un petit peu parlé à des gens qui en ont fait, mais c'est vrai que j'ai pas eu trop de personnes qui ont expérimenté ça, et ça peut m'intéresser. Euh, Après, c'est vrai que ce que j'ai vécu au Pérou, moi, avec les plantes, perso, j'ai un peu l'impression d'être morte à un moment donné, clairement, et d'être revenue. Donc, je pense que voilà. Mais non, non, ça m'intéresserait. Je me suis pas trop penchée sur ce sujet-là. Euh, Ah oui, du coup, il y a quelqu'un qui me demande comment le chamanisme est intervenu dans mon parcours et ce que ça m'apporte. Donc, j'ai un petit peu raconté mon histoire au début du live. Euh, mais moi, le chamanisme, ça m'a vraiment appelée parce que je pense que c'est une spiritualité qui est incarnée. Donc, en fait, voilà, il y a une connexion à la nature, il y a une connexion au cycle de la vie. C'est vraiment remettre du sacré dans tout, remettre du sacré dans la connexion à soi, la connexion aux autres, la connexion au monde. Et, et c'est pour ça que le chamanisme, ça m'a parlé, de rentrer aussi par la porte, de développer mes perceptions à travers le tambour, ça m'a aidé parce que je me faisais pas trop confiance, je savais pas trop comment faire, donc en fait, je me suis habituée à voyager avec le son du tambour, et puis en fait, là, ça fait pas très longtemps que j'ai plus besoin d'écouter le tambour. Maintenant, je regarde la photo de quelqu'un, je peux avoir des infos qui viennent en méditation, en visualisation, et avant, j'arrivais pas parce que je me faisais pas confiance, j'avais un mental qui était trop agité. Donc les pratiques chamaniques, ça m'a permis ça, ça m'a permis d'avoir confiance plus en moi, en mes perceptions. Ça m'a reconnecté aussi à ma voix parce que ça m'a emmené vers le chant intuitif aussi, de me remettre à chanter. C'est comme, c'est comme le parcours aussi vers l'Inde, de m'être connectée à l'Inde, d'avoir fait une retraite pour apprendre à chanter les mantras au Népal. Ça m'a permis aussi de me reconnecter à ma voix. Donc en fait, on a toujours une intention première, et puis en fait, derrière, il y a plein de surprises qui peuvent se manifester. Mais voilà, pour moi, le chamanisme aujourd'hui, c'est vraiment une vision holistique. C'est-à-dire que moi, dans le chamanisme, j'intègre autant la lithothérapie, les pierres, l'utilisation des huiles essentielles, l'utilisation des plantes, de la phytothérapie, parce que pour moi, tout ça, c'est des médecines ancestrales. Et c'est revenir un petit peu aux racines, revenir à l'essentiel, revenir aux sources. Euh, donc voilà, c'est le chaman, il a aussi un grand respect de la nature, il y a un respect de l'autre, il y a toute cette notion de non-jugement, hein. On voit bien les 4 accords toltèques de Don Miguel Ruiz, c'est issu de philosophie chamanique aussi. Donc moi, ça m'a beaucoup parlé. Après, il y a des personnes qui sont plus connectées au yoga en Inde, et, plus aux traditions, voilà, peut-être maya au Mexique, ou au Ponopono sur les îles. Et on vibre tous avec des énergies qui sont différentes. Moi, le chamanisme, ça m'a vraiment parlé, et je me sens profondément connectée à ça. C'est quelque chose qui, voilà, je pense que je le porte, je sais que je le porte de plein de vies d'avant, et à mon avis, ça va faire partie de mon chemin toute ma vie. Mais voilà, il y a plein de choses qui sont possibles après, une fois qu'on ouvre un petit peu cette porte. Ah oui, il y a tout à l'heure là, par rapport à la question comment commencer la formation, que c'est difficile de trouver, il faut se laisser le temps d'explorer aussi pour savoir un petit peu ce qui est possible. Comment faire la différence entre une formation sérieuse et des arnaques pour pas se faire avoir? Moi, je fais beaucoup. C'est un mélange de bouche à oreille, de confiance, de ressenti. C'est-à-dire que les formations ou les stages que j'ai faits, souvent, c'était soit parce qu'on m'en avait parlé, ou j'avais eu des échos, où je savais que c'était ok, soit parce que vraiment j'ai ressenti à l'intérieur de moi que je pouvais y aller. Donc après, c'est pas vraiment des formations, moi, que j'ai fait, c'est plus par rapport à des stages, les mantras, apprendre à chanter les mantras indiens au Népal. Franchement, j'ai vu le site, mon prof, ça aurait pu être un espèce de gourou bizarre, bah voilà, mais en fait, j'ai senti que c'était ok. Je me suis renseignée, j'ai regardé un peu des vidéos de lui quand il parlait, et il faut faire confiance à son intuition, en fait, hein. Mais après, voilà, typiquement, l'ashram où je suis partie au Pérou, euh, c'était important pour moi de faire cette expérience avec les plantes et d'y aller en confiance, parce que faut pas faire n'importe quoi avec ça.
Donc voilà, ce centre-là, je savais que c'était ok parce que j'avais une amie qui avait fait des cours de yoga avec eux. Et en fait, j'avais plein de synchronicités. Et ce qui est hyper rigolo, c'est que le jour où je me suis inscrite d'ailleurs, le lendemain, j'ai une amie qui m'a appelée en me disant je viens de rencontrer quelqu'un qui a fait la retraite où tu viens juste de t'inscrire et qui m'a dit que c'était incroyable et que tu faisais bien. Donc c'était un petit clin d'œil de l'univers pour me dire c'est bon, t'as bien fait de t'inscrire, tout va bien se passer. Voilà, donc c'est un mélange de ça. C'est demander des recommandations, faire confiance et en même temps se faire confiance aussi, avoir un bon discernement, être capable de se connecter à son ressenti. Et puis le discernement, c'est aussi de sentir que quand il y a un truc qui vibre pas ou qui a pas l'air d'être en résonance, de pas se forcer à y aller sous prétexte qu'on nous a dit que une personne, elle avait vécu un truc incroyable. Il y a des thérapeutes, il y a des expériences qui sont très bien pour certaines personnes, mais peut-être pas pour vous. Donc c'est aussi pour ça que c'est important de cultiver ce discernement et cette petite voix intérieure parce que il y a personne d'autre que nous qui sait ce qui est bon pour nous. Et ça, c'est hyper important et ça me permet de le poser là aussi, mais si un jour vous avez un médium ou un thérapeute qui vous dit que vous devez pas fréquenter quelqu'un, que vous devez pas faire quelque chose, que vous avez que voilà, vous devriez faire ci, vous devriez faire ça, que voilà, c'est pas ok parce qu'on a toujours un libre arbitre et on a toujours du discernement et personne n'est en mesure de savoir ce qui est bon pour vous. Donc c'est sûr que moi j'ai une médium qui est géniale. Elle va quand même me faire un chemin des potentiels. Elle va me dire voilà, ça peut te faire travailler ça. Ça, tes guides ils sont pas super ok, mais bon à voir. Mais il n'y a jamais d'impératif et il n'y a jamais d'obligation et il n'y a jamais de il doit ou tu peux pas. Parce que voilà, on est libre d'expérimenter ce qu'on a envie d'expérimenter. Et même si on nous dit voilà que ça semble pas trop aligné et qu'on devrait peut-être pas faire ça, etc. et qu'on y va quand même, c'est qu'on devait le vivre et qu'on devait se prendre un mur et qu'on devait apprendre un truc. Donc voilà, c'est encore une fois apprendre à s'écouter. Après moi je fais aussi beaucoup mon pendule intérieur. Donc ça il y a plein de techniques, vous pouvez regarder aussi sur internet. Soit il y a le pendule classique, la radiesthésie. Moi je fais mon pendule intérieur, donc je me mets debout, je me calibre, je demande mon oui et mon non et en fait en fonction de ça je penche en avant ou en arrière. Et ça, c'est mon pendule intérieur et je prends beaucoup, beaucoup, beaucoup de mes décisions basées sur ce pendule-là. Après, il y a aussi des techniques de kinésio. Je sais qu'il y a un truc avec les doigts où on demande oui ou non et puis ça s'écarte ou pas. Il y en a un autre où on appuie. On peut demander à un ami aussi de nous appuyer sur le bras. Voilà, il y a plein de techniques en fait pour essayer de capter le message énergétique de notre corps. En tout cas, moi, je fais beaucoup, beaucoup mon pendule pour prendre mes décisions et je vous invite aussi à vous baser sur voilà, vos ressentis et vos intuitions parce qu'il y a vraiment rien de mieux que ça. Comment savoir quels sont ces choix profonds et pas ceux inculqués par la société, les parents ou même l'ego? Est-ce que ça te met en joie? Pour moi, c'est la seule question. En fait, il pourrait y avoir trois questions. C'est est-ce que, souvent quand on a un choix à faire, c'est est-ce que j'ai l'élan? Donc est-ce que ça me met en joie de me dire que je peux faire ça? Est-ce que j'en ai les moyens? Voilà, est-ce que là, dans l'instant, je suis capable de me diriger vers ça? Est-ce que ça va pas me coûter d'énergie? Et est-ce que... c'était quoi la troisième? Bon, je sais plus. Mais moi, en général, vraiment, la question que je pose, c'est est-ce que ça te met en joie, en fait? C'est-à-dire que si tu te projettes vraiment dans une situation, dans un choix, et que tu sens à l'intérieur de toi que ça anime ton enfant intérieur, que ça t'enthousiasme, que tu as vraiment envie d'y aller, que tu peux trouver des moyens pour arriver à le mettre en place, ça vient de ton âme, ça vient de ton cœur. Et si c'est oui, parce que ça pourrait être bien d'avoir de la légitimité, ça pourrait être bien de m'assurer cette formation, ça pourrait être bien parce que comme ça, après, je pourrais développer ça derrière. Et si c'est des raisons rationnelles, c'est ton mental. Si c'est juste parce que, en fait, ça me met en joie et ça me fait kiffer et en fait, je sens que c'est juste et en fait, je sens que je dois faire ça, c'est ton cœur et ça, c'est ok. Donc voilà, c'est un peu les deux questions à se poser. Le chamanisme, j'en ai besoin, j'ai été sans... J'aimerais apprendre. Oui, de toute façon, le chamanisme, c'est une voie très,
très intéressante et vraiment très importante. Avec Coco qui dit j'ai du mal à m'écouter. Souvent on peut avoir du mal à s'écouter quand le corps émotionnel il prend trop de place. C'est-à-dire que quand il y a trop de peur, trop de doute, trop d'appréhension, le corps émotionnel il nous empêche en fait de nous connecter à notre intuition parce que dès qu'on va se projeter dans quelque chose, il va y avoir de la peur, il va y avoir du doute, il va y avoir de l'anxiété, il va y avoir plein de choses. Donc en fait, avant d'être en mesure d'écouter notre petite voix, il faut vraiment arriver à travailler sur les autres corps. Donc il faut calmer le corps mental, vraiment calmer le flot de pensée, observer nos croyances, observer tout notre psychisme, comment on fonctionne. Le corps émotionnel, c'est la même chose, descendre dans l'émotion, observer ce qu'elle a à nous dire, il y a quoi comme besoin derrière, qu'est-ce qu'elle a besoin d'être entendue. Parce qu'en fait, si on ne fait pas ce travail-là, nos émotions et nos pensées, elles vont nous empêcher d'aller entendre notre petite voix spirituelle à l'intérieur de nous. Et donc on est obligé de faire un travail de débroussaillage et de déblayage en amont parce que sinon on va confondre en fait une intuition avec une peur. C'est-à-dire que parfois on peut être face à quelqu'un et on va se dire oui, mon intuition elle me dit que cette personne-là elle est pas bonne pour moi, ça semble pas ok, etc. Mais déjà il n'y a pas de bon ou pas bon. Parce que voilà, ça va juste nous faire travailler quelque chose. Et c'est surtout que souvent, en fait, c'est une part de nous, c'est une expression émotionnelle à l'intérieur de nous qui va pas être alignée avec cette personne-là en face parce que ça va faire réagir une de nos blessures, ça va nous faire nous comparer, on va se sentir inférieur, on va se sentir sous emprise. Voilà, ça peut mettre en lumière plein de mécanismes à l'intérieur de nous. Et donc, parfois, on peut avoir tendance à confondre une intuition avec en fait une perception émotionnelle qui peut être très subtile. Donc c'est pour ça que les outils comme le pendule, voilà, moi j'utilise aussi les oracles. Parfois quand j'ai vraiment une grosse décision à prendre, je vais aussi consulter des gens qui peuvent se brancher au guide parce que même si moi j'ai la capacité de le faire pour moi, bah, quand c'est pour nous, c'est plus difficile de s'écouter. Donc voilà, c'est vraiment hyper important de faire ce travail-là. Avec qui on peut faire ce travail et comment nous aider. Il y a plein de façons d'aborder ça, mais l'idéal c'est de se faire accompagner en fait, peu importe par qui, mais d'avoir un miroir en face de nous déjà qui nous confronte à comment on fonctionne. Parce que si on n'a pas de miroir, on n'est pas capable de se voir. C'est pas compliqué, hein. Pour arriver à comprendre comment on fonctionne et à voir qui on est obligé d'avoir un miroir. Donc c'est le miroir d'une expérience, c'est le miroir d'un thérapeute, c'est le miroir du couple, parce que parfois on voit bien que dans le domaine du couple, la personne en face, elle va avoir des comportements ou des choses qui vont nous heurter, et c'est là qu'on va se dire ah mais en fait je suis comme ça, en fait je ressens ça, en fait j'ai besoin de ça. Dans les amitiés c'est la même chose. Donc pour arriver à faire ce travail de connaissance de soi, de compréhension des émotions, de comment on fonctionne, etc., on est obligé d'avoir des miroirs. Donc ça peut être des miroirs voilà, à travers un thérapeute, à travers quelqu'un qui nous soutient, ça peut être aussi les retraites. Les retraites que je fais, c'est incroyablement transformateur parce que quand vous débarquez, vous avez 14 miroirs. Donc c'est hyper puissant en fait. C'est tout ce que vit. C'est pour ça que le collectif c'est aussi incroyable et que moi je vous encourage aussi à faire des choses en groupe parce que quand vous êtes face à quelqu'un, vous avez un miroir, mais quand vous êtes face à plein de gens, à plein de personnes qui vivent des choses, ça va venir rentrer en résonance en fait avec des parts de vous qui portent des émotions, qui portent des blessures, qui portent des croyances. Et hop, ça va vous confronter à ça et puis il va y avoir une prise de conscience aussi à l'intérieur de vous. Donc c'est pour ça que les retraites et les ateliers et tout ce qui est en groupe, les cercles de femmes, etc., c'est aussi puissant. C'est que au lieu d'avoir un miroir, on en a plein. Et c'est aussi pour ça que moi je crois au fait que le relationnel, c'est ce qui nous permet d'avoir une spiritualité incarnée et éveillée. C'est-à-dire que c'est beau de lire plein de trucs dans son coin, d'avoir sa spiritualité dans son coin de façon individuelle, tout seul dans sa grotte, chez soi. Mais pour moi, on ne pourra jamais autant la déployer et l'incarner dans l'espace du cœur que si on est en lien avec quelqu'un. C'est
voilà, il n'y a pas de secret. Pour pouvoir vraiment avoir cette spiritualité incarnée et vraiment... Parce que au final, si on veut être spirituel et si on est en quête de tout ça, c'est pourquoi? C'est parce que le divin, il veut juste incarner l'amour à travers nous, en fait. Donc, comment... Quel est le meilleur contexte possible pour pouvoir incarner l'amour à travers nous? Eh ben c'est de se confronter à tout ça et c'est d'être en lien en fait avec les autres, avec le couple, avec les amis, avec les cercles, avec l'intimité, avec tout. Et, euh, et quand on est... Parce que vivre une spiritualité tout seul, c'est facile de... C'est facile... Je dis pas que... Non, je dis pas que c'est facile. Vipassana, j'avoue que même moi, j'ai pas le courage de le faire parce que être assise 10 heures par jour sans bouger pendant 10 jours, je pourrais pas, je pèterais un câble. Euh, mais voilà, il y a quand même quelque chose où, bah, quand on est tout seul face à soi, ok, c'est chamboulant, on va se rendre compte de plein de choses et ça peut être confrontant, mais pour moi, la vraie difficulté, le vrai challenge et ce qui est vraiment intéressant, c'est d'incarner cette spiritualité dans notre humanité. Et notre humanité, elle aime être en lien, elle aime être connectée aux autres. Donc voilà, il n'y aura jamais de parcours aussi riche que quand on est connecté aux autres et quand on ose en fait s'ouvrir, se déployer. Ça ne veut pas dire qu'on va pas souffrir, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de douleur, mais si on garde notre cœur ouvert, il y a la capacité de se transformer, d'évoluer, de grandir, elle est tellement immense, elle est tellement incroyable. euh, que voilà, enfin moi je sais que je fermerai les écoutilles pour rien au monde et c'est aussi pour ça que je suis autant passionnée par la communication non violente. D'ailleurs je fais une conférence dimanche sur le sujet. Il reste quelques places et c'est gratuit. Mais c'est aussi pour ça que je suis passionnée par ce sujet parce que je pense que au-delà de capter tout ce qui est le karma, les guides, les vies antérieures, les animaux totems, etc., pour moi ce qui est profondément transformateur et ce qui fait qu'on devient un être humain incroyable, connecté à l'amour, connecté au cœur et connecté à la paix et à la joie, c'est parce qu'on est capable en fait d'incarner tout ça à travers l'espace de notre cœur. Et moi, je vous encourage vraiment à pas fermer les portes et à les laisser grandes ouvertes parce que c'est à partir de ce moment-là que le vrai travail y commence et que ça devient vraiment intéressant. Je me suis un peu emportée sur le sujet, mais je sais pas, c'était important pour moi. Et merci les filles, merci Peggy pour ton témoignage sur les retraites. Et merci les filles pour vos petits cœurs et votre soutien. En tout cas, voilà, si le sujet vous intéresse, parce que là, on va arriver bientôt à la fin, c'est fou ce que ça passe vite. Si le sujet vous intéresse, voilà, je fais une formation en ligne du 1er au 10 juin avec Margot. On va travailler sur la puissance du cœur. Donc, comment être en amour pour soi, en amour pour les autres. Il va y avoir des hommes qui vont venir intervenir. Voilà, c'est 10 jours intenses tous les matins d'ateliers en ligne. Donc, ça va être assez incroyable. Euh, je fais aussi donc une conférence dimanche sur la CNV, la communication non violente et les relations. Euh, voilà. Après, je commence à faire des stages chamaniques aussi pour apprendre les pratiques au tambour et je vais faire aussi un week-end de breathwork chamanique parce que ça pour moi c'est pareil, ça a changé ma vie, c'est complètement fou. Donc ça ce sera à Lyon parce que j'envisage de me réinstaller à Lyon quand je vais pouvoir sortir de chez mes parents. C'est que à 2 heures de Paris, hein, c'est pas très très loin. Mais voilà, en tout cas, vous avez toutes les infos sur mon site, que ce soit les événements, les ateliers, les programmes, les formations. Il y a un e-book gratuit aussi que j'ai mis en ligne il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Une vie en conscience, où j'ai un peu synthétisé et condensé plein de pensées, de choses qui peuvent nous aider à nous ramener justement dans cet espace du cœur. Mais voilà, en tout cas, moi je vous invite à continuer à cheminer, à garder votre cœur ouvert, à être bienveillant envers vous-même parce qu'on a un juge intérieur parfois qui est beaucoup trop sévère, surtout quand on veut aller sur ce chemin de la spiritualité, on se juge encore plus en pensant que sous prétexte qu'on est spirituel, c'est plus facile d'être humain alors qu'en fait c'est faux. Donc voilà, bienveillance envers vous, gardez votre cœur ouvert, laissez-vous du temps, allez rencontrer toutes les parts de vous à l'intérieur, apprenez à vous connaître et voilà, et la vie, même si parfois elle est dure, et même si parfois on souffre, et même si parfois il y a de la tristesse et de la colère et tout ça, elle est aussi incroyable et elle mérite vraiment d'être vécue et on peut avoir plein de beaux moments de joie et d'extase et tout ça. Voilà, ça m'a vraiment emmené à vous partager tout ça, mais
J'espère vraiment que voilà, ça vous aura intéressé. Pour les personnes qui sont arrivées à la fin, je vais mettre le live en replay pendant 24 heures. Comme ça, vous pourrez aussi le regarder. Et puis, je vous souhaite une très belle soirée. Merci pour tous vos messages, pour votre présence, pour le soutien de toutes les personnes que je vois régulièrement, pour les personnes que j'accompagne. Je sais qu'il y en a là aussi. Coucou Pascal. Donc voilà, prenez bien soin de vous, passez une très belle soirée et puis on se reparle très très vite. Voilà, je vous embrasse fort et à très bientôt.